Coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Je vais commencer par tout ce qui est roman et hors graphique comme d'habitude et je finirai par les BD manga. On va commencer par les romans. Alors je voulais faire dans l'ordre où j'ai fait ma liste parce que j'ai pas fait de thème. On va commencer par ce que j'ai en papier. Je vais vous présenter ce que j'ai lu en papier et puis après on fera les autres qui seront là, qui seront sûrement la plupart c'est des audios. Donc j'ai lu premier livre, premier coup de cœur de ce point lecture, c'est La folle allure de Christian Bobin chez Folio. Christian Bobin est un auteur que j'aime tout particulièrement, qui fait de la poésie en prose. Là, c'est l'un de ses premiers livres. On est sur la thématique du cirque et de la vie des gens du cirque. On va suivre une jeune femme de son enfance, sa toute petite enfance, à sa vie d'adulte, à travers ses histoires d'amour, à travers ses déboires, à travers sa vie un petit peu bohème. C'est beau, c'est remarquablement bien écrit, ça me tire les larmes en fait à chaque fois que je lis Bobin, c'est très beau, c'est magnifique, voilà, il a un style incomparable et j'adore ce livre, c'est une relecture et je le relirai très certainement encore. C'est un auteur que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est poésie dans la vie de tous les jours. Une empreinte poétique dans la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai lu Fin de partie de Samuel Beckett aux éditions de Minuit. Comment dire ? Alors, j'avais lu En attendant Godot, que j'avais bien aimé, parce qu'on a quand même on va dire, une trame et une intrigue qu'on comprend. Là, on est clairement dans de l'absurde, mais de l'absurde très poussé, avec des personnages, on n'arrive pas trop à les caractériser. On pense que c'est deux hommes, mais c'est bizarre. Les caractérisations sont pas très très claires. Et au final, on a deux personnages qui sont dans des poubelles. La mère et le père sont dans des poubelles et meurent d'ailleurs dans des poubelles. C'est assez glauque. Il y a un espèce de décor avec des fenêtres en hauteur c'est assez oppressant en fait le décor de cette pièce. Et concrètement, il se passe pas grand chose. Bon, comme dans Un attendant Godot, il se passait pas grand chose non plus. Mais là, c'est quand même vachement décousu. Il n'y a pas trop d'intrigue et la chute, moi j'ai pas compris. C'est une pièce que je n'ai pas comprise. Donc si vous avez des clés de compréhension sur fin de partie, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je suis hermétique, je pense, à Beckett. J'en lirai pas d'autres parce que clairement c'est pas mon truc en fait, je crois, tout simplement. Donc pièce de théâtre du début 20e. Si ça vous tente, si l'absurde ne vous fait pas peur, allez-y. Ensuite, j'ai relu aussi Poésie de Mallarmé. Ça, c'est la version chez Librio. Alors concrètement, dans cette version chez Librio, il y a une réécriture en fait. Vous avez deux parties. Et la première partie, c'est la première version. Après, il l'a réécrite. J'ai écouté aussi en audio une version lue par une donneuse de voix. Comment dire ? Comment ai-je pu aimer Mallarmé à une époque ? Parce qu'à une époque, c'était... Mallarmé, pour moi, c'était le summum de la poésie. Je pense que mes goûts ont changé. Voilà. je vous ferai un point bientôt dans une vidéo, ma relation au classique. Je pense que voilà, il y sera parce que clairement, là, l'évolution de ma relation à Mallarmé, oui, ça a évolué, ça c'est sûr. Pas en bien pour lui, mais ça a évolué. Clairement, on est sur de la poésie qui est très en lien avec la mythologie, beaucoup de métaphores autour des couleurs, autour de la nature. Trop de trop tue le trop. Bref, je suis devenue hermétique à Mallarmé, je pense. Ce sont des choses qui arrivent. Lancez-vous si vous aimez tout ce qui est vraiment mythologique et aussi
des choses très ampoulées quand même, très emphatiques, de la poésie lyrique qui part des grandes circonvolutions, mais on n'est pas dans des grandes descriptions, hein. C'est un gars qui s'écoute parler, hein. Désolée pour tous les amateurs de Mallarmé, hein, si vous passez par là, c'est désolée. Là pour le coup, j'étais parmi vous, mais c'est fini. Mallarmé, c'est terminé. Le reste, je vous le mettrai ici parce que c'est 3 livres audio. Donc le premier, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai beaucoup aimé ce roman. On va suivre... Alors, je ne sais plus du tout le nom. Tout va bien, je ne sais plus. Ah, au secours. Alors, le nom de la jeune femme, Anna. On va y arriver. Donc on va suivre Anna, une jeune mère de famille qui va partir avec ses 2 filles, donc Chloé 17 ans et Lily 12 ans, dans un camping-car pour visiter la Scandinavie. Elles vont se faire un trek en Scandinavie et c'est parti. Voilà, le truc dont on rêve tous et qu'on n'ose pas faire, elles l'ont fait. Et je trouve que ce roman est absolument merveilleux pour ça, pour cette espèce d'évasion hors du temps et de la vie de tous les jours, une espèce d'expérience familiale qui au final va se révéler une expérience beaucoup plus large que ce que Anna aurait pensé au départ, parce qu'elle était partie sur un huis clos avec ses filles pour se retrouver, et au final elles vont trouver d'autres gens avec qui elles vont s'ouvrir et elles vont voilà, grandir. J'ai vraiment aimé ce roman, j'ai trouvé ça très beau au niveau des sentiments humains qui sont décrits. Ça m'a mis la petite larme, ça m'a fait beaucoup rire, notamment les passages de Lily, qui a une personnalité extrêmement drôle et fraîche. Le côté de Chloé un petit peu ado torturé, mais en même temps qui essaye d'être raisonnable et d'aider sa mère malgré tout. Et Anna qui est un peu perdue dans sa vie, mais qui en même temps elle essaye par tous les moyens de se rapprocher de ses filles. Et voilà, cette relation entre les 3 est extrêmement belle. Voilà, et la relation qu'elle noue avec les personnes avec qu'elles vont rencontrer lors de ce voyage. Et le fin mot de l'histoire, qui est complètement tiré par les cheveux à mon sens, mais qui est bien fait parce qu'au final on s'y attend pas. Quand on a la fin on fait mais ouais d'accord ok tout va bien, bon ça marche, ça marche pour moi, mais au final ouais, ça ne règle pas, enfin ça règle pas tout en fait. La résolution de l'histoire ne règle pas tous les problèmes qu'avait Anna au départ. Mais j'ai bien aimé ce côté un petit peu romance, il y a un petit côté romance aussi. Finalement ça m'a pas dérangé et j'ai trouvé ça plutôt mignon, donc voilà. Donc premier essai réussi avec Virginie Grimaldi et j'ai hâte de lire d'autres romans d'elle parce que je pense que c'est des romans qui font du bien quoi. Mention spéciale pour la version audio qui est très chouette. J'ai lu aussi en audio Des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eichbach chez La Talente. C'est de la SF pure. On est sur une planète dont on ne sait pas le nom au départ, dans une société avec des castes de tisseurs, donc des familles, des générations et générations de tisseurs qui vont pour décorer le palais de l'empereur depuis des générations, tissent des tapis en cheveux humains. Donc les hommes sont des tisseurs et ils ont plusieurs femmes, plein de filles, avec toutes des teintes de cheveux différents pour justement faire des nuances sur leur tapis. Et en fait, ils passent leur vie à tisser ce fameux tapis qui a la taille d'un homme à la fin. Ils le transmettent à leur fils unique. Donc c'est une société où si on a plusieurs garçons, le deuxième garçon se retrouve. Voilà, c'est sympa. Et voilà, donc du coup le tapis est transmis à la génération suivante qui le vend et fait son beurre, voilà comme ça, et ça recommence. Et c'est comme ça depuis des siècles. On a cette société un petit peu voilà, en vase clos qui est vraiment sur cette caste de tisseurs. On ne sait pas trop grand chose sur l'Empire et
petit à petit, on a un espèce d'effet loupe inversé sur cette société. On va sortir de cette planète, on va sortir de la galaxie et on va découvrir ce qu'il en est vraiment de l'Empire et de l'Empereur. Et le fin mot de l'histoire, la toute fin de cette histoire est absolument hallucinante. J'ai adoré cette fin. J'ai trouvé la résolution de cette histoire absolument géniale. Mais c'est topissime quoi. On finit le roman, on fait waouh, mais purée, quelle idée de fou, quelle idée de fou. Et en fait, c'est un one shot qui marche du tonnerre. C'est un livre de SF super bien foutu, qui n'a pas trop pour les novices du genre. Si vous n'êtes pas adepte de tout ce qui est science-fiction, très technique, avec des termes dans l'espace, avec les vaisseaux, avec vraiment la technologie, lancez-vous dans celui-là, hein, parce qu'il y a vraiment un côté, en fait, dans cette société-là, qui est complètement archaïque, en fait, très... on se retrouve presque dans un univers de médiéval fantastique, mais dans l'espace, enfin, sur une planète. Donc il n'y a pas trop de technologie, il y en a un tout petit peu, mais ça reste très abordable pour les novices du genre. Et franchement, c'est un livre pour s'initier à la SF, je pense qu'il peut être sympa pour les amateurs de fantasy, justement. Il se lit très bien, la fin est topissime, et l'univers est bien foutu, c'est vraiment très bien fait. Il y a certaines scènes, pas drôles, mais moi ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment le côté... wow, ça va loin quand même. C'est un très bon roman SF à tester pour les novices du genre. Et le dernier livre audio que j'ai lu, je l'ai fini il y a peu, c'est Dix petits nègres de Agatha Christie. Donc là, on va se retrouver dans une intrigue policière, bien évidemment, comme souvent chez Christie. On est sur l'île du Nègre, au large du Dorset, si je ne m'abuse, en Angleterre. Et sur cette île vont être conviées 10 personnes. Et selon une comptine qui est racontée dans le roman, en fait, chacun va mourir d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'épilogue, moi j'avais vraiment, je suis vraiment, je suis nulle hein, en roman policier, je ne devine jamais jamais le fin mot, surtout chez Christie, elle a, je sais pas, une façon de raconter qui fait que je suis bernée moi du début à la fin. Et il n'y a que dans l'épilogue qu'on découvre qui a manigancé l'histoire, et voilà, enfin, parce qu'on termine, on se dit mais concrètement c'est qui les a tués quoi. On est vraiment sur un truc, moi j'étais partie sur un truc, une espèce d'entité, un peu du fantastique et tout, mais non, il n'y a pas de fantastique chez Christie, enfin, chez Christie il n'y a aucune dimension fantastique, c'est que de la logique terre à terre, vraiment. Il ne faut pas attendre autre chose, il n'y a pas de fantômes, il n'y a rien au niveau du fantastique. Mais moi j'étais partie là-dedans parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher quoi. On se dit c'est pas possible, il y a forcément un élément extérieur, et puis bah non, en fait. Donc c'était très sympa, j'aime bien ce décompte, le rapport à la comptine. Le rapport à ces espèces de petites statuettes qui disparaissent les unes après les autres au rythme des morts, voilà, qui s'enchaînent. Les personnages par contre sont absolument exécrables, ils ont tous des défauts, mais alors d'une force puissance 10. Hein. On n'a aucune empathie pour eux, clairement, ils meurent, tant mieux, tant mieux, parce qu'ils sont vraiment, c'est des purges quoi. Ils ont vraiment des caractères et des passés. Waouh, on se dit, ouais, en fait, tu l'as mérité, quoi. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et voilà. Et finalement, arrivé l'épilogue, on comprend et on est tout à fait d'accord avec la personne qui a manigancé le truc. Donc c'est tout pour les romans de ce point lecture. On va passer au graphique. Donc si vous n'êtes pas fan de graphique, vous pouvez vous arrêter là. On va commencer peut-être par les mangas. Donc j'ai lu 3 mangas.
Donc j'ai lu la première, donc je la rendrai bientôt, c'est Minuscule, le tome 1 de Takuto Kashiki. Je crois que c'est chez Komiku. Oui, c'est chez Komiku. Donc là, on va suivre Akumei et Mikoshi qui font 9 cm de haut et qui vivent dans une forêt. C'est un premier tome et c'est un manga à épisodes. Donc chaque chapitre fait état d'un épisode de leur vie. C'est absolument trop mignon. Je trouve ça trop choupi. Voilà, j'adore. J'adore les têtes qu'elles ont. Elles ont vraiment les têtes, des têtes un peu chibi, quoi, avec les gros yeux, les grosses joues. Voilà, elles sont trop mignonnes. Et en fait, il y en a une qui est plus manuelle. Donc c'est Akumei qui est vraiment une... Voilà, c'est une manuelle. Elle répare, elle bricole, elle fait plein de trucs avec ses mains. En fait, elle est très très douée. Et Mikoshi qui, elle, est plus sur la cuisine et tout ce qui est en rapport avec les plantes et la réflexion. Très, voilà, elle aime beaucoup les bouquins, voilà, elle aime les tissus, elle fait des choses en rapport avec la couture aussi. C'était vraiment trop mignon. J'ai aimé ce côté en rapport avec la nature, notamment les scènes où elles sont bloquées à un moment. Je ne sais pas si j'arrive à vous le retrouver. À un moment, elles sont bloquées carrément dans la neige. Il y a de la neige et en fait, elles sont bloquées chez une... voilà. Voilà. Elles sont bloquées dans la neige comme ça. Elles peuvent pas rentrer chez elles et au final, elles sont hébergées par un voisin. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. La ville aussi qu'elles parcourent quand elles vont faire les courses, c'est une ville avec des cubes empilés. En fait, les boutiques sont sous forme de cubes et elles sont empilées les unes sur les autres. C'était vraiment trop chou. J'ai aimé ce manga, j'ai hâte de lire la suite. Si vous aimez tout ce qui est en rapport avec la nature, voilà, la vie quotidienne tout simplement, des choses toutes simples, lisez ce manga parce que c'est vraiment une histoire un peu doudou qui fait du bien. Ensuite, j'ai lu dans la même veine le tome 2 de la petite faiseuse de livres par Suzuka et Miyakazuki chez Ototo. Voilà, on suit Mei qui va continuer son périple, hein, la pauvre, pour fabriquer des livres. Elle va presque y arriver, presque, pas tout à fait, mais presque. Et dans ce tome, on va avoir plus sa relation avec son père et avec les soldats de la garde de la porte. Ses relations avec sa sœur, un petit peu. Et puis avec le petit garçon qui est ici, dont je ne me souviens plus du nom, bravo. Comment qu'il s'appelle Lutz. Voilà. Donc ses relations avec Lutz, qui est un petit garçon de la ville avec qui elle a des relations amicales. Et puis ils vont aller dans la forêt et elle va tenter de faire des tablettes en argile. Mais tout ne va pas se passer aussi bien que prévu. Voilà, donc c'était mignon. Ça avance, mais c'est... Voilà, faut s'accrocher quand même. C'est assez lent au niveau de l'intrigue, hein. Puis c'est assez simple. Il n'y a pas 36 000 circonvolutions dans l'intrigue. Mais c'est très mignon et moi ça m'a donné envie d'aller lire le suivant. Donc c'est le principal dans les mangas. Est-ce que je vous montre une petite planche quand même? Voilà, quand elle essaye de faire... quand elle essaye de creuser le sol pour faire les tablettes, c'est un petit peu galère. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est A Certain Magical Index de Kazuma Kamashi et Shuya Kogino. C'est chez Kiyun. Là, on va se retrouver dans une ville où il y a une école qui est dans une ville, enfin une espèce d'université avec des jeunes gens qui ont des pouvoirs, des super pouvoirs. Voilà, on est avec Thomas
Donc je vous disais dans une présentation que Thomas c'était elle, mais non, elle s'appelle pas Thomas, elle s'appelle Index. Et Thomas c'est le jeune garçon en fait qu'on va suivre, l'ado, qui a des pouvoirs. Alors lui, il a le pouvoir d'annuler les pouvoirs des autres. Ça va lui servir. Il va y avoir une jeune fille aussi qui a des pouvoirs assez hallucinants avec le feu. Enfin, c'est juste pété ses pouvoirs. On va suivre sa vie à ce fameux Thomas qui a un peu un boulet en fait dans l'université. Et cette fameuse Index qui va atterrir sur le balcon de Thomas un jour, qui va rentrer dans son appart et qui va se mettre à dire bon t'as pas quelque chose à manger comme si elle le connaissait alors qu'elle ne le connaît pas et lui il est complètement halluciné. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Et au final, voilà, il va essayer de la protéger parce que visiblement elle est coursée par une société secrète de religieux, une espèce de secte. Et il y a vraiment cette dichotomie entre la magie et la religion. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de combats. C'est sympa pour l'instant. J'ai voilà, été assez intriguée par ce côté magique. Voilà, c'est détaillé au niveau des personnages. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de décors. C'est assez dynamique au niveau du dessin. Voilà, on est sur un tome d'ouverture. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, mais je pense qu'en animé, ça peut être très chouette, beaucoup plus qu'en manga. Pour les histoires d'action comme ça, je trouve qu'en animé, ça rend beaucoup mieux parce que du coup, on a les décors derrière, ce qui n'est pas le cas sur du manga où les décors sont pas forcément hyper travaillés. Du coup, la contextualisation est plus simple en animé, je trouve. Et on va passer aux 3 BD donc, que je vous mettrai ici. Donc la première, c'est une BD totalement dans le thème un peu hivernal. C'est Nos embellis. Donc c'est chez Grand Angle. C'est de Gwenola Morizur et Marie Duvoisin. Donc comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est extrêmement hivernal. On va suivre Lily, qui est une jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, sauf que son compagnon, qui est musicien, vient d'apprendre lui qu'il a un contrat avec une maison de disques et que du coup il va pas du tout être dispo, donc elle garde la nouvelle pour elle. Et en gros, elle est missionnée par son copain pour prendre soin de Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Le gamin débarque à Paris, il est complètement perdu parce que ses parents sont en train de divorcer et du coup Lily décide sur un coup de tête de l'emmener dans ces montagnes d'Auvergne, ces montagnes d'enfance. Elles partent en Auvergne et ils vont rencontrer sur le chemin un jeune garçon un petit peu paumé qui fait un peu bohème au niveau du look et tout. Et ils vont partir, bon an mal an, dans un gîte et ils vont être hébergés par un vieil homme qui tient ce gîte et ça va être voilà la découverte, la redécouverte de la vie toute simple et des joies de la vie. Ça fait du bien en fait ce genre de BD, c'était très joli, les paysages enneigés sont sublimes. Le côté relation humaine et un petit peu secret entre les uns et les autres va se dénouer au fil de la BD et c'est vraiment très beau au niveau relations humaines et liens construits. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie BD. Et ensuite, j'ai lu Radium Girls de Si, qui est une BD historique, puisqu'on a un fait historique qui est décrit dans cette BD. C'est aux États-Unis, dans les années 20, une entreprise créait des cadrans de montres avec les chiffres qui étaient peints dessus au radium pour pouvoir se voir dans le noir. Parce qu'à l'époque, le radium venait d'être découvert et c'était la grande découverte. C'était le must. Il fallait en mettre partout, dans les crèmes de jour, Enfin, c'était vraiment très à la mode. Sauf qu'on n'avait aucune idée encore de la toxicité de cet élément pour l'organisme humain. Donc voilà, ces jeunes femmes qui étaient embauchées comme ouvrières dans cette entreprise étaient chargées de peindre les chiffres sur les cadrans de montres. Le problème, c'est qu'elles utilisaient une technique qui consistait à lécher le pinceau pour le lisser avant de le mettre dans le radium et de peindre sur le cadran. Le problème, c'est que cette solution les a irradiés, bien sûr, petit à petit. Et elles ont
toutes succomber malheureusement à cette irradiation. Et le problème, c'est qu'on ne leur a pas dit au départ qu'elles risquaient ce genre de choses. Donc il y a vraiment un côté très documenté en fait sur cette BD. Le côté graphique est très très beau, je vous mettrai vous verrez dans les inserts, les couleurs, c'est vraiment violet, très foncé et vert radium en fait, vert translucide carrément. C'est très chouette au niveau des épisodes de vie en fait de ces femmes. C'est dramatique au niveau des fins de vie bien sûr qui sont décrites. J'ai adoré les grandes planches faites sur les fins de vie avec des grandes barres en fait qui rayent les portraits. Ça prend aux tripes un peu. Mais c'était une très belle BD, très documentée et j'ai beaucoup appris de choses dans cette BD. C'est vraiment graphiquement une très belle œuvre et au niveau scénaristique aussi. Donc une BD à découvrir si ce sujet vous intéresse. Et la dernière BD que j'ai lue, c'est pareil, je vous la mettrai là, c'est In Waves de Eiji Jungo. On est sur une énorme BD qui doit faire 400 pages. On est sur une BD autobiographique. Donc cet homme va nous raconter son histoire d'amour avec une jeune femme passionnée, tous deux passionnés de surf. Et en fait, on va suivre l'histoire dans les années 2010, leur histoire d'amour, au fil de leur adolescence. On sait dès le départ en fait qu'elle est très malade et que ça va pas durer cette affaire. Entrecoupés dans cette histoire, il va y avoir des épisodes documentaires sur l'histoire du surf, sur comment le surf a été créé, les grandes figures du surf à Hawaï, mais pas que. Et c'est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs parce que c'est vraiment pas un sujet. J'habite pas près de la mer, donc le surf, c'est vraiment pas quelque chose qui me touche. Hein. Et j'ai appris vraiment plein de choses. Au niveau graphique, c'est intéressant parce que le côté actuel est dans les tons vert-bleu, vous verrez dans les inserts, et le côté historique est dans les tons sépia, un petit peu dans les tons marron-beige. Donc le découpage est super bien foutu dans cette BD par rapport à ça. Et le côté très avec des grands aplats de couleurs sur les vagues et tout ça, c'est vraiment très joli au niveau du côté aquatique de cette BD. J'ai trouvé ça très joli. C'est une grande BD, donc du coup les planches sont très larges et ouais, ça rend vraiment très bien. Il y a peu de texte, à part sur la partie documentaire où il y a vraiment beaucoup d'informations, mais sur la partie narration, vraiment où il raconte l'histoire, ça se lit très vite. Hein. C'est une grosse BD, mais ça se lit extrêmement vite. C'est assez émouvant au niveau de l'histoire, tout simplement, qu'on partage avec ces personnages. C'est vraiment une BD que je vous conseille si le thème du surf vous intéresse. Pourquoi pas, lancez-vous. Enfin, moi j'aime bien comme ça découvrir des choses complètement improbables en fait. Piocher des BD à la médiathèque, ça permet justement de découvrir comme ça des thématiques qu'on n'irait pas forcément voir par soi-même. Et voilà, c'est terminé pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en aurez pensé, si je vous ai donné envie d'aller les lire. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!